Mesdames, Messieurs, le dictateur Denis Sassou Nguesso est-il l'aboutissement de la France-Afrique négrière au Congo-Brazzaville? Mesdames, Messieurs, oui, la France-Afrique négrière est similaire de la traite négrière. Oui, vous savez, vous connaissez la traite négrière, le commerce des esclaves. Il y avait des esclavagistes et des sous-traitants négriers. Donc le principe reste le même. Mesdames, Messieurs, donc la France-Afrique négrière que je parle ici, vous pouvez l'imaginer vous-même. Imaginons au niveau des services, au niveau des produits, des échanges entre la mère esclavagiste ou la patrie esclavagiste et les colonies. Voilà, donc le principe reste le même, ça n'a pas changé. Vous pouvez l'imaginer avec ce que vous connaissez entre la France et ses ex-colonies, soi-disant son précaré français, donc, et ses colonies. Mesdames, Messieurs, dans cette France-Afrique négrière, les réflexes, les mentalités, les habitudes, les comportements, je dirais même la conscience et certaines valeurs morales n'ont pas changé. Oui. Et pourquoi? Je vous dis que parce que nous, Africains, en particulier Congolais, nous avons, certaines mentalités, habitudes, comportements et consciences, même morales, qui nuisent gravement aux libertés fondamentales, à la dignité et aussi, surtout, aux respectabilité ou à la respectabilité interraciale. Je vous informe que le néocolonialisme tel qu'il est pratiqué en mode France-Afrique négrière est aujourd'hui à 90% entretenu par nous, Africains eux-mêmes, nous-mêmes. Oui. Je vous informe que le néocolonialisme France-Afrique négrière, tel qu'il est entretenu ou instrumentalisé aujourd'hui, est à 90% entretenu par nous-mêmes, Africains. Et pourquoi? Parce que, ah oui, nous avons une importante densité de mauvais, des gens trop mauvais pour être utiles aux problématiques libertés fondamentales, aux droits de l'homme et aux droits humains, et surtout au but de la condition humaine, l'accès à l'eau potable, à l'énergie, à la justice, aux soins, à l'éducation, à la formation, à l'emploi, au cadre de vie, c'est-à-dire l'urbanisme, l'habitat, les espaces verts et tout ce que l'humanité nous a apporté sur un plateau d'argent. On n'est pas en mesure de faire ça. Comment on va nous respecter? Et sans oublier les enjeux de bien sûr, de la respectabilité interraciale. Oui, voilà l'enjeu. Et là aussi, je vous informe que vous avez toujours vu partout en Afrique, par exemple ici d'abord en Occident, par exemple en Occident européen ou ailleurs en Asie ou autre, on est content de voir un frère qui réussit. On est content de voir au sein de son écosystème culturel et je dirais dans son pays, quand il y a des gens intelligents, les gens qui cherchent à avancer les choses, on est content de les accompagner, tant au niveau économique que politique d'ailleurs. Quand il y a quelqu'un qui a une volonté politique pour réussir et avancer le pays, on l'accompagne, on l'encourage. Mais nous, on les déclasse, on les détruit, on les tue. C'est même une forme de perversité
on est content de tuer quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui veut réussir, quelqu'un qui a une volonté. Vous mettez quelqu'un d'intelligent en Afrique dans les régimes politiques. Chaque fois qu'il est intelligent, on va trouver un mauvais au sein de la population, au sein de la classe politique ou autre pour neutraliser ce monsieur. Et souvent, les, ceux qui commandent ces assassinats viennent de l'extérieur. Alors, est-ce que nous, en tant qu'Africains ou Congolais, est-ce que nous avons une âme? Est-ce que nous avons une conscience? Est-ce que nous sommes humains? Quelque part, il faut s'interroger parce que tous les esclavagistes ou qui avaient fait le code noir, ils s'interrogeaient déjà, est-ce que l'Africain est humain? Est-ce que nous avons franchi certaines barrières qui sont les barrières de la raison? Comprendre que nous avons un frère intelligent, un frère bien, hein, il y a eu l'expression du peuple, il faut le respecter, il y a des règles, il faut les respecter ces règles. Oui, on nous a apporté ces règles, qu'on appelle les constitutions, les institutions aussi. Mais nous sommes toujours dans le déni, dans une conscience toujours réfractaire à ces règles qui fixent un cadre, un plan de vivre ensemble et surtout de progrès social ensemble. Mais là, on n'est pas en capacité de comprendre ça. On est toujours dans le sens des consciences réfractaires de déni. Donc cette mentalité, cette densité des mauvais nuit gravement non seulement aux problématiques existentielles de notre peuple, et surtout à l'image, mauvaise réputation. Et on n'est pas respecté. Je vous dis sincèrement. Vous voyez, par exemple, pourquoi ce qui se passe en France-Afrique négrière, pourquoi ça ne se passe pas sur le monde arabe? Parce que les Arabes, ils sont la liberté ou ils sont de se faire respecter est ancrée dans leur ADN. Ils ne se laisseront jamais faire. Et les Arabes ne se laissent pas faire. Ils ne se laisseront jamais faire. Voilà. Les Asiatiques, pareil. Oui, les Indiens, pareil. Mais il n'y a que les Noirs qui se laissent faire. Et en plus de cela, nous ne sommes pas en capacité collective de repenser, de restructurer, de réorganiser et de manager en permanence nos écosystèmes sociétaux sur différentes échelles, c'est-à-dire local, régional et national. C'est-à-dire former des États, construire des États, des structures. On n'est pas en capacité. On préfère toujours chercher le bouc émissaire et s'indigner et autres. Donc tous les intelligents ne sont pas en mesure d'agir parce que nous avons cette densité très importante des mauvais, très mauvais pour être utile à la communauté. Mesdames, Messieurs, dans cette Afrique, bien sûr, négrière, oui, les réflexes sont là, hein, les réflexes, les mentalités, les habitudes et les comportements. Et oui, ils sont là au sein même de ces blancs, ces blanches, et ces français. Oui, bien sûr qu'il y a une certaine mentalité spécifique aux Français, parce que les comportements des Français en Afrique, on ne le trouve pas sur le monde anglophone, parce qu'il me semble que dans les pays anglophones, il y a plus, les anglo-saxons sont affranchis de l'Afrique anglophone. Et c'est d'ailleurs dans cet espace, il y a plus de liberté, plus de dynamisme, et voilà, bien sûr en tenant compte de l'anthropologie endogène, mais il y a plus de liberté, plus de dynamisme économique, moins de bureaucratie et autres. C'est une certaine mentalité anglo-saxonne. Mais au niveau des Français, c'est une mentalité spécifique qui est là. Donc, qui n'arrive pas à se réformer. Bien sûr que l'arrivée du président Macron, avec la moralisation peut-être de la conscience, de la confiance ou de la vie politique, peut-être aura peut-être des impacts aussi au niveau de l'Afrique francophone. Mesdames, Messieurs, oui, il y a une certaine mentalité française qui nuit gravement au développement de l'Afrique francophone. Je vous informe que cette Afrique francophone regroupe le plus grand nombre de dictateurs antisociaux et surtout criminogènes du continent noir. Tous les grands génocides qui se sont passés au cours de ces 20 ou 25 dernières années se sont passés qu'en Afrique francophone. Et je vous parle d'un écosystème qui s'appelle le bassin du Congo, qui regroupe aussi plus de 97% des pays francophones, et c'est là il y a 100% des régimes dictatoriaux, antisociaux et criminogènes. Bien sûr qu'ils sont dirigés par ces mauvais, on a placé ces mauvais, donc ils sont là, donc ils bloquent, c'est un blocage complet. Donc
C'est comme si on dit, bon ben, vous empêchez vos enfants de réussir ou votre famille de réussir. Vous empêchez tout le monde. Vous êtes tout seul. Voilà. Donc c'est comme ça. Et après, quand vous ne serez plus là, ah, il faut tout recommencer pour vous reconstruire, arriver jusqu'à un autre qui va encore bloquer. Et nous sommes bloqués par là. Même les animaux sont plus affectueux que ces gens-là. Mesdames, Messieurs, oui, je vous l'ai dit, le dictateur Denis Sassou Nguesso, le sultan négrier, et l'aboutissement de la France-Afrique négrière au Congo au cours du XXIe siècle. Bon, c'est la honte, c'est le déshonneur, c'est l'humiliation, ça ne se passe nulle part ailleurs. Mais comment peut nous respecter en Asie avec ce genre en Asie et partout dans le monde avec ce genre d'individus au sein de nos écosystèmes sociétaux et culturels. Mesdames, Messieurs, oui, écoutez un peu l'analyse de Banda Kani, hein, Banda Kani, hein, c'est un Africain, Banda Kani, il parle tout justement du problème Sassou Nguesso au Congo, Brazzaville, en tenant compte de ce problème France-Afrique. Écoutez sa manière de penser et que j'ai d'ailleurs apprécié. Mesdames, Messieurs, écoutez. Mais il faut inscrire la problématique congolaise dans son environnement historico-naturel qui est le précaré français. C'est à la base, c'est à cette tonne-là qu'on peut analyser justement la dynamique qui est en cours au Congo, là, dans ce pays-là. Et vous savez que Sassou Nguesso aujourd'hui, sans le dire, il se prend un peu, il joue un peu le rôle que le vide qu'a laissé Omar Bongo. Ce n'est pas une affaire de doyen d'âge ou de machin et consort. Omar Bongo disputait à Houphouët-Boigny la place de grand ministre des Affaires étrangères de la France en Afrique. Je veux dire que représentant officiel des intérêts français en Afrique, dans le précaré. Et cela donne un ensemble d'avantages de la diplomatie informelle qui est la vraie, à ce que celui qui joue ce rôle-là est privilégié. Il est un élément stabilisateur. Et en tant qu'élément stabilisateur, c'est-à-dire qu'on ne le bouscule pas. Donc Bongo, le vieux père Bongo, a joué ce rôle-là pendant longtemps. On pouvait dire de changer partout. On ne disait pas à un Bongo n'importe quoi de changer. Lui, il faisait ce qu'il voulait. Il démettait même les ministres en France. Absolument. Pourquoi? Parce qu'il était au cœur de la mafia france-africaine. Monsieur le président Sassou Nguesso aujourd'hui est un peu dans cette posture, même s'il n'a pas la carrure et le toffe de Bongo, entre guillemets, du vieux Bongo. Donc, le débat sur la révision constitutionnelle ou pas au Congo-Brazzaville, mais c'est un faux débat. C'est un faux débat, pourquoi? Mais, dis donc, est-ce qu'il y a les constitutions dans le précaré français? Il faut qu'on soit sérieux. Moi, je n'ai pas cette affaire, je suis fatigué de cette affaire. Il n'y a pas de constitution dans le précaré. Parce qu'une sous-colonie n'a pas de constitution. C'est un département de la métropole. Soyons sérieux. Quand vous savez une constitution, alors que vous n'avez aucun contrôle sur vos matières premières. Aucun. C'est-à-dire que dans la constitution, on ne parle même pas de ça. Quand vous savez une constitution, quand vous n'avez pas de diplomatie. C'est-à-dire que vous êtes à l'ONU, vous êtes le bétail électoral de Paris. Vous répétez ce que Paris dit. C'est le ministre des Affaires étrangères de Paris est le patron du ministère des Affaires étrangères de tout le reste du précaré. Vous n'avez pas de monnaie. Est-ce que dans la constitution congolaise, là, on parle de la question de la monnaie, par exemple? Donc, dans ce cas-là, alors, que vaut, excusez-moi, ce papier-là qu'on appelle constitution? Il faut qu'on soit sérieux. Je n'ai rien contre. Mais il faut que je suis en train d'interpeller les constitutionnalistes africains, les juristes africains, qui me disent comment est-ce qu'on peut concilier une constitution qu'on appelle loi fondamentale et le fait que le pays est vidé de tous les paramètres matériels de sa souveraineté. Dans ce contexte-là, à quoi sert ce papier-là, ce machin? C'est un artifice. Et comme c'est un artifice, mais le plus fort, le plus bien placé du moment, dans la poterie, mais il change quand il veut. Sassou Nguesso, il est allé en France voir le patron Hollande. Ils se sont arrangés. Ils se sont entendus, ils se sont arrangés. Bon, je sais pas si peut-être le financement, les frais va passer là, il y a beaucoup de marchés, Hollande va s'enrichir aussi un peu, ça fonctionne comme ça. Ils se sont arrangés, ils disent que va. Comme les opposants aussi là-bas, bon, ils vont crier, mais beaucoup aussi l'ont à Paris, savent que bon, on ne peut rien faire sans Paris. Bon, ils vont crier, on peut s'arranger. On peut s'arranger. Donc pour moi, c'est un faux débat. Ce débat de la Constitution, cette fiction-là, politique qu'on fait autour des Constitutions,
c'est de la sorcellerie, c'est du vampirisme politique. Ça n'a pas de sens. Le débat aujourd'hui, c'est, quel est Mme Nana l'a dit, quel est le projet politique qui a derrière cette révision? C'est ça qui est intéressant. Est-ce que si ça arrivait, moi je ne suis ni pour, les positions sont connues par rapport à cette affaire, ça arrivait, ça profite à qui? C'est pour faire quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et par rapport à ça, la question est claire. Le président Sassou Nguesso ne s'est jamais prononcé. Lui, c'est un fidèle de la France-Afrique. Il a grandi dedans, il risque même mourir dedans. C'est un fidèle. Et la France-Afrique, c'est un projet condamné par l'histoire. C'est un projet que les pays africains doivent, les peuples africains doivent liquider. Donc par rapport à ça, j'ai dit, vraiment, c'est une affaire, qu'on débat de ça, c'est un peu même fatigant. Donc, Mesdames, Messieurs, vous venez d'entendre ça, que vous avez dit que la France-Afrique est l'espace qui est là pour déclasser, déshumaniser et déclasser, surtout l'Africain, c'est-à-dire l'Africain francophone. C'est pas l'Africain anglophone. Je vous dis que l'espace anglophone est plus dynamique parce que depuis les Allemands qui se sont affranchis de l'Afrique après la Première Guerre mondiale, et ils sont toujours restés la première puissance économique d'Europe, et l'Angleterre est toujours là. Mais il fait des affaires en Afrique. Mais la France s'est accaparée de l'Afrique là à cause de ces mauvais, qui sont là, cette densité de mauvais qui sont là. Mais je pense qu'il y a l'espoir. L'espoir est ça que toute chose a un début et une fin. Je répète que toute chose a un début et une fin. Voilà. Mais vous voyez, on est parti de l'esclavage en passant par le colonialisme et on s'est battu, on est arrivé au néocolonialisme, entretenu par ces mauvais, c'est-à-dire par 90% des Africains qui sont aujourd'hui les, les, les descendants de ce colonialisme qui continue. Et donc, nous luttons aujourd'hui contre ces mauvais, et d'ici peu, oui, c'est un problème de génération. Mais parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la France-Afrique, les gens trouvent que c'est immoral. Par exemple, les gens, par exemple, ils étaient députés, ministres, premiers ministres, même président de la République, qui ont échoué ici, ou d'autres qui ont réussi. Et chaque fois, ils vont où? Ils vont s'accaparer de l'argent là-bas, des caisses de l'État là-bas. Maintenant, aujourd'hui, aux yeux du monde, on voit que c'est immoral, c'est sale, c'est bec, ça vomir. Ces gens comme ça, vous les regardez, ça donne la nausée. Et donc, comme nous sommes dans la culture globale, les gens commencent à faire les comparaisons. Mais ce comportement, on voit que c'est les Français. On ne voit pas ça chez les Anglo-Saxons. Ce comportement, on voit que ça c'est les Français. Pourquoi on ne voit pas ça chez les Scandinaves? Et donc, on peut faire des comparaisons, ça commence à déranger beaucoup de familles. Et que nous sommes maintenant interdépendants et mélangés. Donc, la France ne va plus continuer à maintenir son rang en déclassant ses soi-disant partenaires ou précarés. Parce que toute une chose à faire. D'où l'enjeu pour la France. De repenser d'abord ses modalités au niveau de la moralisation de la vie politique, bien sûr. Mais aussi, il faut qu'il commence à préparer la sortie, l'affranchissement comme l'a fait l'Allemagne et aussi l'Angleterre en s'affranchissant de l'Afrique anglophone. Donc, il doit se préparer à ça parce que au moment où le réveil de l'Afrique francophone sera brutal, mais du côté de la France, il y aura des résultats amers. Le réveil au niveau de la France, ah oui, les gens sortent du franc CFA et tous ces accords, tout ça, ça peut sortir à tout. Rien n'est immuable. D'où l'enjeu pour eux, parce que gouverner, c'est anticiper. Donc si vous attachez à ces pays, en même temps, en les déclassant, en les traînant vers le bas, donc un partenaire ne doit pas être là que pour entraîner les autres vers le bas. Bien sûr, encore plus, parce que ces pays sont dirigés par ces mauvais. Ça, il n'y a rien à faire. Parce que quand on parle aujourd'hui dictateur en Afrique, noir, francophone, égale néocolon, sous-téton aiguillé, égale mauvais. Ça fait partie des mauvais. Des êtres stupides, trop stupides pour être utiles à l'intérêt même de leur pays. Parce qu'ils ont vendu tout leur pays à la découverte, ils ont livré ces pays à des forces d'occupation et autres. Donc ça ne passe pas. Parce que c'est que ces gens comme Sassou Nguesso
font au Congo avec d'autres, des mauvais de la sous-région. Et regardez, ça ne se passe pas en Asie, ni en Amérique latine, ni dans le monde arabe. Et oui, pourquoi? Parce que la dignité, la liberté et le sens de la respectabilité est ancré dans leur ADN. On ne peut pas se laisser faire indéfiniment comme ça. Donc ça se passe. Donc nous, au niveau de l'Afrique francophone, on lutte contre ces mauvais et qui se sont accaparés de ces États et qui sont en train de les déclasser. On ne sait pas jusqu'à combien de temps encore, parce que oui, les révolutions parfois arrivent, on ne sait même pas. La révolution, c'est pas aller. Oui, la révolution peut arriver. Oui, la révolution est déjà sur le numérique. Parce que beaucoup de gens sont informés, beaucoup de consciences sont déjà informées, ça touche les enfants, les petits-enfants et autres. Donc demain, il faut que la France commence à repenser la sortie. Il faut ouvrir la porte de sortie maintenant. Parce qu'on ne va pas s'accaparer de cet écosystème qui aujourd'hui, on sait que la France maintient son rang mondial à cause de l'Afrique francophone. Mais jusqu'à combien de temps? Donc c'est ça le problème. Et sans oublier qu'il y a des problèmes de vie et de mort. Il y a des problèmes de liberté fondamentale. En même temps, on dit qu'on est pour la démocratie, et en même temps, on déclasse les gens là-bas. Donc ça devient un problème que la France doit traiter ça d'ici peu, maintenant, parce que nous, là-bas, ça commence à bien faire. Donc on ne veut plus entretenir ces gens. On a des noms ici. Les gens qui sont là, on ne les voit pas. Et dès qu'ils ont échoué ici, ou qu'ils n'ont plus de fonction ici, on les voit, ils sont dans un angle mort. Et où est-ce qu'on les retrouve? Conseiller d'un dictateur là-bas. Ils se retrouvent affairistes là-bas, avocats. Ils ont trouvé tous les rôles là-bas. Donc ça devient, c'est presque du parasitisme. C'est honteux, c'est immoral. Donc aujourd'hui, je voulais dire que les comparaisons commencent à se faire entre le français et anglo-saxon, entre français et nordique, et tout ça. Mais demain, qu'est-ce qu'il y a à avoir comme image? La mauvaise réputation de la France. Donc la France doit faire là. Parce que le problème des dictatures en Afrique sont maintenues abusément par certaines mentalités politiques françaises qui nuisent gravement non seulement à l'image de la France, mais aussi l'image de la France à l'Afrique francophone et surtout de cette France-Afrique. Oui, France-Afrique, négrière. Mesdames, Messieurs, je vous remercie, vous l'aurez compris. Et à bientôt. Et nous allons gagner, tant du côté de la France que du côté de l'Afrique, parce que l'Afrique et la France nouvelle a besoin de nouvelles générations, pas celles-là qui déclassent les uns les autres. Donc, arrêtez. Mesdames, Messieurs, quand vous regardez observez les animaux, vous pouvez voir les signes morphologiques. Par exemple, sur ces animaux qui sont en face de vous, qu'est-ce que vous avez constaté? Je vous accorde 20 secondes. Quels sont les points communs entre ces animaux-là? Ils ne sont pas tous des mêmes espèces, mais ils ont deux points communs. Qu'est-ce qu'ils ont? Vous avez constaté quoi? C'est écrit en bas. Ils ont tous des taches et des rayures. Voilà. Que ce soit les papillons, les coccinelles, les zèbres, autres. Bon, donc ça, c'est des animaux qui ont des taches et des rayures. Bon, la prochaine fois, je vous montrerai d'autres. Moi, je peux vous montrer. Attendez. Je peux vous faire un cours. Ça, c'est des animaux qui ont des rayures et des points. Ils sont en noir et blanc. Tous les animaux qui sont en noir et blanc. Ils sont tous en noir et blanc. Et là, qu'est-ce qu'ils ont? Ce sont les animaux de la nuit. Ça, c'est tous les animaux qui vivent la nuit. Les animaux qui vivent la nuit. Et là, vous avez constaté?
Ça, c'est ça, tous les animaux qui vivent sur le sable et au fond de l'eau. Et là, ceux qui vivent sous terre, hein, sous la terre, hein, voilà, sous la terre. Et ça, dans la mer. Et ça, dans les arbres. Les animaux qui vivent dans les arbres. Les animaux qui vivent dans l'eau douce. Et là, les animaux qui allaient. Ils ont des cornes. Ah, vous l'avez trouvé. Et là, ils ont des plumes. Et là, c'est des animaux au froid. Ils vivent dans les zones froides. Régions froides, on peut dire. Et là, c'est dans les régions chaudes. Les animaux des tropiques. Allez, bon, on pourra continuer plus loin, mais il y a encore là. Bon, mesdames, messieurs.